pense qu'il faut parler à nos leaders et aussi, vous l'avez dit, nous aussi on doit les forcer pour qu'ils aient cet élément de redevabilité. On doit tous sortir d'une vision médiocre du pays. On doit commencer à réfléchir en termes d'organisation. L'État congolais doit se gérer comme une entreprise. Ça veut dire que tous les éléments de performance, d'excellence, de leadership, de réflexion stratégique doivent être mis en place. Et nous, la population, on doit veiller à ce que ceux qui se présentent devant nous comme nos leaders, comme nos représentants que nous avons votés, que nous avons placés indirectement ou directement, puissent être des gens qui vont élever le pays à cette dimension de haute performance. La réflexion stratégique et la prise de décision sont des compétences. Ok. Oui, ce sont des compétences et ce sont des compétences obligatoires, incontournables, nécessaires pour toute personne qui est en position de leadership, en position de gestion. C'est-à-dire une personne qui, ça s'apprend, quand on dit une compétence, ça s'acquiert. On peut apprendre une compétence. En fait, vous acquérez la connaissance en théorie, mais la compétence pratique, le savoir-faire, ça prend sur le tas, dans l'exercice même d'une fonction ou d'un travail. C'est pourquoi on parle de compétences dans un terme, dans un concept ou dans un cadre professionnel. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes compétent si vous n'avez jamais travaillé dans un contexte professionnel. Donc, le Congo, nos décideurs, nos leaders doivent maintenant entrer dans cette dynamique moderne de gérer le pays comme une organisation à but non lucratif et lucratif en même temps, parce que l'État doit créer des revenus, doit créer des richesses. Mais l'État doit aussi créer de la valeur. C'est pour la partie où on entre. Créer de la valeur, c'est au travers des individus qu'on crée de la valeur. Donc l'État doit d'abord mettre en place des principes fondamentaux qui vont accompagner les processus de recrutement, de développement et d'utilisation de ces ressources qu'on appelle des ressources humaines. Et la politique, le recrutement ne commence pas à lancer une offre et dire qu'on a des postes disponibles. Venez. Blanchine Manzanga, nous vous saluons. Bonsoir Sanfo. Merci de participer à notre magazine Deadline. Merci encore une fois pour l'invitation. Nous allons vous exploiter autrement. Vous avez plusieurs casquettes, formatrice, coach, spécialiste en gestion des compétences et des ressources. Nous allons épingler ces deux derniers points, gestion de ressources et organisation. Vous suivez l'actualité comme nous. Il y a eu un nouveau Premier ministre entrant, Sylvestre Ilunga Ilukamba. Ensemble avec le FCC, le CACH et le FCC se sont entendus pour avoir 65 membres au sein du gouvernement. Et là, ils ont présenté leur ambition de faire le choix des membres selon une approche managériale, selon une approche de gestion de ressources humaines. Ma grande problématique, ensemble avec les téléspectateurs, comment opérationnaliser les choix des décideurs politiques afin d'atteindre leur objectif d'une bonne gestion, ainsi que le retour côté social, que le social des Congolais soit de plus en plus mieux et l'avenir meilleur. Lorsque l'on parle que l'on doit par exemple déposer un CV, présenter sa candidature, c'est quoi déposer un CV et déposer sa candidature, Blanchine Manzanga? Si vous me permettez, je vais un peu remettre un peu de contexte, et puis je vais tomber sur la question. Allez-y. Je pense que ce qui est important, c'est que les Congolais comprennent que l'État, un État, une nation, et tout ressemble en tout point et devrait être géré en tout point comme une organisation, comme une entreprise. Je ne parle pas de petites entreprises, je parle des entreprises, des organisations, parce qu'une entreprise est une organisation. Il y a des organisations à but lucratif, à but non lucratif, tout ça, ce sont des organisations ou des entités. Et pour qu'une nation soit performante, vous voyez, j'utilise des mots, des termes, des concepts qui s'appliquent normalement aux organisations, mais aujourd'hui, gestion des entreprises, aujourd'hui, la plupart des grandes nations se gèrent comme des entreprises. Je vais rapidement prendre l'exemple et ressortir de cet exemple pour ne pas frustrer les téléspectateurs, mais de Rwanda.
Kagame est en train de gérer son pays comme une organisation. Et il a même pris des principes de gestion marketing qu'on applique aux organisations, il l'applique dans son pays, comme par exemple ce qu'on appelle le power branding. C'est-à-dire, c'est travailler une marque dans votre brand pour en faire une puissance. Hein, ce que le Coca-Cola, etc. Donc aujourd'hui, il a amené son pays à ce que quand on pense Rwanda, même la NBA, regardez, ils viennent de finir un stade, mais il n'y a aucun joueur rwandais à la NBA, dans toute l'histoire de la NBA. Mais comment est-ce qu'il a pu vendre son pays à la NBA pour qu'il construise un si grand stade, une arène là-bas? Donc le Congo, nos décideurs, nos leaders doivent maintenant entrer dans cette dynamique moderne de gérer le pays comme une organisation à but non lucratif et lucratif en même temps, parce que l'État doit créer des revenus, doit créer des richesses. Mais l'État doit aussi créer de la valeur, c'est pour la partie où on entre, créer de la valeur, c'est au travers des individus qu'on crée de la valeur. Donc l'État doit d'abord mettre en place des principes fondamentaux qui vont accompagner les processus de recrutement, de développement et d'utilisation de ces ressources qu'on appelle des ressources humaines. Et la politique, le recrutement ne commence pas à lancer une offre et dire qu'on a des postes disponibles, venez déposer le CV. Le recrutement commence d'abord par la compréhension de l'organisation, de sa vision, de sa mission. Quand on a très bien compris qui on est, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut arriver, quelles sont les ressources que nous avons de disponibles et quelles sont les ressources que nous sommes prêts à mettre en jeu pour attirer ou identifier les meilleurs talents pour nous permettre de réaliser nos objectifs. Donc la RDC, le gouvernement congolais, doit se dire, nous sommes prêts à mettre les moyens, les ressources financières, mais aussi l'environnement de travail. Parce que on peut lui proposer un salaire de ministre, je ne sais pas, de 5, 6 000, 8 000 dollars par mois, mais s'il regarde l'environnement dans lequel il va travailler, où on ne va pas lui donner la latitude d'être créatif, d'innover, de changer des anciens modes de fonctionnement, ça ne marchera pas. Donc déjà au départ, l'État congolais doit définir quelle est la nation que nous aimerions être, et voici le type de profil d'individus qui vont nous permettre de devenir ce que nous voudrions être. Et c'est là, maintenant, on identifie les secteurs clés du pays où on veut des positions stratégiques. Les positions du leader, mais il y a aussi son équipe. Hein. Un leader ne peut pas tout faire tout seul. C'est là on peut dire que le ministre n'y arrivera pas tout seul s'il n'a pas un bon directeur de cabinet, s'il n'a pas de bons conseillers. Donc c'est là qu'on lance toute la machine de recrutement au niveau de l'État. Il y a plusieurs processus, d'autres entités. Il y a des niveaux de postes où on ne va pas lancer une offre publique comme ça. Il y a ce qu'on appelle des chasseurs de tête, des compagnies d'élite qui savent aller débaucher des individus qui sont déjà confirmés, qui ont une expertise. Et là, encore une fois, la nation, le Congo, le pays, peut aller débaucher ces Congolais à la diaspora ou même dans le pays qui travaillent peut-être dans le secteur privé, mais qui ont un CV lourd, pas en termes de 30 ou 40 pages, mais en termes d'expérience. Donc, on recrute parce qu'on a défini le profil des meilleurs. La nation congolaise a les moyens de ce pays, les meilleurs des meilleurs parmi nous. Et c'est là qu'on définit, voici le critère pour être un postulant valable pour le poste de ministre, pour le poste de conseiller, pour le poste, etc., etc. Donc c'est à partir de là que l'État ne va pas annoncer sur Média Congo, je ne fais pas de la pub pour eux, j'espère, ou sur Déco, on va en rajouter un autre comme ça, tout le monde. On ne va pas dire on cherche des ministres, voici le profil du ministre. Mais on va lancer maintenant des recherches dans des ministères peut-être, des entités de l'État. On va aller, comme je dis, débaucher dans le secteur privé. On va aller regarder en dehors du pays les Congolais qui sont prêts à venir avec leur expertise. Et c'est à ce niveau-là, parce que ce sont des gens qui sont dans la pratique de la gestion. L'État est une organisation, donc les ministres sont des hauts directeurs, des hauts managers, des hauts cadres, comme des hauts cadres d'entreprise. Ils sont aussi tenus à des résultats comme n'importe quel manager ou directeur. Donc on va recruter des profils qui savent justement atteindre ces résultats. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde. Lorsque Blanchine Mazanga parle, avec beaucoup d'humilité, il faut avoir un stylo, son bloc-notes et écrire. La politique comme mode de gestion en se référant de ce qui est fait dans des entreprises, en se référant de ce qui est fait dans l'excellence, c'est cette vision pour le Congo. Blanchine Mazanga, vous avez donné l'exemple du Rwanda avec la construction de Kigali Arena. Ils n'ont pas de joueurs dans l'NBA, mais c'est l'NBA qui les a accompagnés dans la
construction de ce grand stade, savoir faire vendre. Le Congo est une grande nation. Aujourd'hui, avec le président Félix Tshisekedi, il y a cette grande ambition. Vous voyez, il donne l'impulsion côté entrepreneuriat en proposant depuis Abuja, lorsqu'il a le sommet de la fondation Tony Elumelu, de créer un fonds de garantie pour accompagner les entrepreneurs. On le voit dans plusieurs activités pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, l'opérationnalisation de sa vision se fera à travers le gouvernement de la République. Le gouvernement, dont les membres sont dans des postes ministériels, le souci du Congolais est d'avoir un Congo nouveau, un Congo épanoui à la dimension de ses potentialités. En termes de population, plus de 80 millions de personnes, en termes de richesses naturelles, en termes de culture. Lorsqu'on a une grande ambition de développer le Congo, d'impulser le développement du Congo d'ici 5 ans, quelle est la dimension des ressources que nous devons avoir en termes capital humain, en commençant déjà avec les décideurs politiques, ceux qui vont accompagner la vision du chef de l'État? La première chose, je pense qu'on a besoin de... Parce que le mot leader est tellement utilisé dans ce pays qu'on ne sait plus en fait ce que c'est un leader. Et on l'utilise plus comme un titre. Je le répète toujours, le leadership, ce n'est pas un titre ni une fonction, c'est une compétence. C'est une compétence. C'est une compétence de gestion. C'est une compétence... Comme directeur, PDG? Pas seulement, parce que quelqu'un peut ne pas avoir un titre ou une fonction. Donc, dans votre entreprise, vous n'êtes ni directeur, ni head-off de quoi que ce soit. Mais vous avez cette compétence de leadership pour faire votre travail ou diriger une équipe de 3. Mais vous n'êtes pas le directeur, vous n'êtes pas le manager. Donc, on a besoin des gens qui ont démontré la compétence. Ils l'ont démontré et leurs pairs l'ont validé. C'est ça qu'on appelle une expertise. Parce que je peux me réveiller le matin, je dis, je suis grand coiffeur. D'accord? On voit, et puis il y a les autres coiffeurs qui ont été validés. Ils regardent, mais qui t'a fait, demande à des gens, c'est qui t'a fait cette coiffe? Ah non, c'est un grand coiffeur du quartier. Ben dis non, ta tête, ça ne devrait pas être cette coiffure-là. Donc le leadership, ça ne s'autoproclame pas. Mais vous êtes reconnu aussi dans votre expertise. Donc, on a besoin de gens qui ont la compétence en termes de leadership parce qu'ils vont être des conduceurs. Mais les chefs, on dit qu'il est leader. Non, parce qu'il est le ministre, il est le PCA, il est l'ADG. Ça, ce sont des titres qu'on donne à des personnes. Non, ce sont des titres qu'on donne à des personnes par rapport à des fonctions. Vous avez une fonction et vous avez le titre de directeur, etc. Mais en ressources humaines, nous le savons, il y a des gens qui peuvent être dans des positions et être incompétents. Parce qu'il y a des organisations qui sont très lentes et lourdes en termes d'évaluation des rendements des gens et même licenciement. Il y a très peu de gens qui aiment amener quelqu'un dans un processus. On va réellement voir si tu es performant. C'est comme ça qu'il faut faire la différence entre ancienneté et compétence. Quelqu'un peut avoir 15 ans dans une entreprise. Mais il n'est pas compétent. Pas du tout. Mais à chaque fois, il a eu la chance ou la malchance de tomber sur des managers qui ne voulaient pas la paperasse d'un suivi, licenciement, c'est trop de travail. Et puis l'entreprise dit, caca, il a déjà fait 10 ans, il est proche de la retraite. Donc le monsieur va être là après la fin, il va dire, j'ai fait 15 ans. On va applaudir 15 ans. Mais quelle est la qualité des 15 ans? Qu'est-ce qu'il a produit? Qu'est-ce qu'il a donné comme valeur aux organisations qui l'ont accompagné, qui l'ont engagé? Donc c'est là où on n'a pas besoin d'aller chercher seulement des gens qui ont des titres, mais il faut qu'on aille voir qu'est-ce qu'ils ont créé. S'il est directeur, dans son parcours de directeur, est-ce qu'il a implanté de nouvelles choses dans la structure? Est-ce qu'il a innové? Est-ce qu'il a été créatif? Est-ce qu'il a développé des compétences? C'est-à-dire quand il est arrivé, il n'y avait que 3 personnes, mais grâce à lui, il a accompagné, mentoré, coaché, il a formé ses employés. Aujourd'hui, il y a plusieurs managers qui se sont déployés, peut-être même en dehors de sa structure. Donc, les preuves sont là. Ce sont ce genre de gens que le Congo a besoin, parce qu'on est en retard. On n'a pas besoin... On a besoin retard par rapport à quoi, par rapport au monde, par rapport à nous-mêmes aussi. Parce que nous sommes une grande nation, vous l'avez dit.
Hein. Nous sommes une grande nation par rapport à notre potentiel, par rapport à nos ressources, mais nous ne sommes pas une grande nation par rapport à nos réalisations, par rapport à ce qui est palpable. Vous ne pouvez pas aller dire à ce vieux papa ou cette maman qui vit dans des conditions identiques au temps de Mobutu que le Congo est une grande nation. On n'a même pas besoin d'aller loin. Allons à la cité, demandons aux gens qui meurent ou qui sont dans des mauvaises conditions, les enfants qui échouent à l'école parce qu'il n'y a pas l'électricité. Vous ne pouvez pas leur dire que le Congo est une grande nation. Nous devons le démontrer. Et là, nous avons besoin de leaders qui ont compris. C'est là où on parle de gestion. Dans une grande nation, ça se démontre, ça ne se crie pas, ce n'est pas un c'est là où le gouvernement a parlé de performance, de gestion axée sur les résultats. Parce que c'est les résultats. Donc, avant qu'on vous mette là pour que vous nous donniez des résultats, d'où est-ce que vous venez? Est-ce que là où vous venez, vous aviez des résultats? Et ces résultats, est-ce que ce sont des résultats valables? Parce qu'il y a des résultats qui sont négatifs, hein. Une entreprise peut avoir un bilan comptable à la fin de l'année, il y a des résultats, mais les chiffres sont négatifs. On parle des gens qui ont des résultats positifs. C'est eux qui peuvent continuer le mouvement qu'ils faisaient dans leur petite entité et le déployer au niveau de leur ministère. Mais dans les partis politiques, nous le connaissons. Par exemple, là, vous avez l'UNC et l'UDPS, surtout l'UDPS qui accède avec son président à la direction de la République démocratique du Congo. Ils doivent d'abord récompenser la lutte, ainsi de suite. Mais au sein de ces partis politiques, est-ce qu'il y a toujours ce parallélisme entre récompense d'un combat politique et compétence? Parce que vous retrouverez dans les cabinets politiques, dans les cabinets des ministères, même à la présidence, on commence d'abord avec ceux qui ont combattu, ceux qui ont lutté. Est-ce que ça va en phase avec cette poursuite de la compétence, cette poursuite du professionnalisme, cette capacité à être lucide, à pouvoir atteindre l'objectif défini en partant des capacités et de l'expérience que nous avons? Je pense que ce n'est pas possible. Mais il faut être réaliste quand on est en train de réfléchir, hein, et quand on veut être stratège. Ce n'est pas possible de récompenser des gens et d'être dans la gestion de la compétence directe. Mais il y a moyen de corriger l'écart entre ce qui est l'élément ou le parfait idéal qu'on recherche, qu'on ne peut pas atteindre, vu le contexte politique dans lequel le pays se gère actuellement. Mais on peut éviter d'être dans le médiocre ou dans le pire. Dans quel sens? S'il faut récompenser des gens, nommer les ministres, si c'est incontournable. Mais moi, je pense toujours que le leader a la capacité d'être une cassure. Ça peut lui coûter beaucoup, mais un leader visionnaire doit décider, ici, je vais casser je vais changer tout. Je vais basculer et faire un 360 degrés parce que il faut que j'atteigne la vision. Mais dans le cas où il est serré avec alliance politique, etc., contexte politique du pays, il peut récompenser ces gens et les nommer ministres, mais il faut aller maintenant dans la formation des gens qui travaillent avec ces ministres. Un cas pratique. Vous nommez à récompenser quelqu'un à un poste de ministre, assurez-vous que les conseillers, les gens qui ont la technicité du travail, parce que le ministre ne fait pas le travail seul, c'est son bureau, c'est son équipe qui fait le travail. Donc, récompensez le ministre, mais assurez-vous que tout autour de ce ministre, vous amenez les compétences. Vous voyez? Un exemple, vous avez dans votre cabinet de conseiller une personne qui a fini par exemple à l'ISAM, mais il est dans les collèges financiers. Vous expliquez ça comment? C'est justement ce qu'on dit de ne pas faire. Mais ça se fait. Tu vois, il est de l'ISAM, mais il se retrouve dans un collège de financiers. Être de l'ISAM... Il est médecin, mais il se retrouve dans un collège, par exemple, de conseiller dans l'infrastructure. C'est là où il y a un problème, parce qu'il y a des métiers qui génèrent des compétences générales. Parce que l'ISAM, quelqu'un peut avoir fini à l'ISAM, il a réussi avec sa compagnie de couture, il a une entreprise de couture, il a excellé, il est un entrepreneur performant, il a créé de l'emploi. C'est une référence, n'est-ce pas? Mais il a gagné des compétences en termes de créativité, en termes de leadership, etc. Mais si la technicité de la position demande une expertise dans le domaine, on ne peut pas le recourir à lui. Vous voyez? Il y a des positions où on a besoin de gens juste qui viennent avec des idées, des gens qui sont créatifs, des gens qui peuvent sortir d'une certaine réflexion carrée. Là, vous pouvez amener des gens qui viennent de tous bords, parce que c'est justement de ce jet d'idées. Mais comment c'est ça avec ces pratiques?
Comment cesser? C'est ce que j'ai dit. Il faut qu'il y ait un leader qui dise, OK, que cela ne me coûte, je vais casser les codes. Mais ce spécialiste-là, la technicité qu'il avait, quand les gens luttaient et qu'ils couraient, ils affrontaient dans la masse, par exemple, ils défiaient les policiers pour revendiquer les élections, eux n'étaient pas là, ces techniciens. C'est là où quelque part le leader politique dit « Ah mais ceux-là ont été avec moi ». On parle de quoi? On parle de gérer le parti ou de gérer la nation? Gérer la nation, tout à fait. Donc si on parle de gérer la nation, il faut des critères qui sont liés à des processus clairs, n'est-ce pas? C'est là où je dis, s'il faut récompenser des gens, récompenser les postes ministériels, mais laisser les bureaux, laisser les cabinets, laisser les conseillers, laisser les secrétariats, laisser là où le travail se fait, donnez-le aux gens compétents, n'est-ce pas? Et même s'il le voulait, il ne peut pas récompenser tout le monde. Il ne peut pas récompenser tout le monde. Et le meilleur moyen de dire merci à ces gens-là qui se sont pris des balles dans le pied ou je ne sais pas où, c'est de leur créer un environnement où ils peuvent se déployer eux-mêmes. C'est-à-dire, je vais nommer telle personne, ministre, on va mettre des gens compétents, ils vont arranger l'éducation, ils vont arranger le social. Cette personne va se retrouver dans un contexte où il peut créer son entreprise, où il peut voyager, il peut faire étudier ses enfants. Le poste ministériel, il pourra y arriver lui-même seul. Plus tard, parce qu'on aura créé un écosystème, on aura créé un État, un pays dans lequel les compétences pourront atteindre leurs rêves. C'est un peu ça. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous recevons pour vous Blanchine Mazanga. Ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Ça dépend du coin du monde où vous vous retrouvez. Nous parlons de l'opérationnalisation des choix des décideurs politiques. Comment les aider à être lucides par leurs choix. Blanchine vient de nous dire que la gestion d'une nation se fait de la même manière qu'une entreprise commerciale, comme une ONG. Donc, il y a des méthodes, il y a des approches qui sont les mêmes lorsqu'on parle de gestion, lorsqu'on parle de gestion des organisations. Aujourd'hui, avec cette vision de faire de la RDC un pays émergent, un pays développé, cela passe par les ressources avec lesquelles vous devez travailler, de l'environnement, ainsi que de la capacité à se fixer des objectifs. Blanchine Mazanga, nous y allons. Il y a un problème aussi dans la vision des décideurs politiques, l'efficacité de leurs choix, l'efficacité de leurs décisions. Comment opérationnaliser leurs décisions? Par exemple, pourquoi ne pas faire cette tâche à la place d'une autre? Comment les aider à faire de bons choix? Quels sont les paramètres qu'ils doivent utiliser pour faire de bons choix? Par exemple, je le dis, au lieu de commencer peut-être par les sautes-moutons, il y avait de manière concurrentielle un autre projet plus viable, par exemple, que le saute-mouton. Je ne dis pas que les saute-moutons ne sont pas viables, mais c'est juste une manière de pouvoir illustrer ma question. La réflexion stratégique et la prise de décision sont des compétences. Ok. Oui, ce sont des compétences et ce sont des compétences obligatoires, incontournables, nécessaires pour toute personne qui est en position de leadership, en position de gestion. C'est-à-dire une personne qui, ça s'apprend, quand on dit une compétence, ça s'acquiert. On peut apprendre une compétence, en fait vous acquérez la connaissance en théorie, mais la compétence pratique, le savoir-faire, ça prend sur le tas, dans l'exercice même d'une fonction ou d'un travail. C'est pourquoi on parle de compétences dans un terme, dans un concept ou dans un cadre professionnel. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes compétent si vous n'avez jamais travaillé dans un contexte professionnel. La compétence, elle se démontre dans un contexte professionnel. Donc, on veut des gens qui réfléchissent mieux, qui prennent des décisions plus efficaces. Et pour arriver à ça, on a besoin des gens qui ont été rodés à la prise de décision, n'est-ce pas? Vous pouvez pas, vous n'avez, c'est pourquoi vous verrez dans beaucoup d'entreprises, la plupart des CEO
On recherche des gens qui ont été exposés à des cas de figure, qui ont été exposés à des cas de situations difficiles, à des cas stressants, qui ont un parcours, parce qu'au fur et à mesure, ils ont évolué, ils ont été exposés, ils ont appris, ils ont fait des erreurs, ils ont corrigé leurs erreurs, ils se sont améliorés. Et c'est là maintenant leur compétence en termes de réflexion devient plus stratégique, leur compétence en termes de prise de décision. Vous parlez de l'exemple du saute-mouton, mais on ne se réveille pas un matin en se disant qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non. Dans ce pays, il y a des documents, il y a de la planification. On est tellement intelligent. Dans la plupart de nos ministères, les réponses sont là. Les documents, le travail a été fait par des experts il y a plus de 10 ans, 5 ans, qui ont défini quels sont les axes prioritaires sur lesquels un gouvernement qui veut changer le pays doit s'atteler. Les premières. Les autres, il y a des éléments, vous touchez un point, il crée un effet qui emporte d'autres éléments. Tandis qu'il y a des projets, il s'exécute lui seul et il ne change pas grand-chose. Donc, à ce niveau-là, c'est au gouvernement, et c'est là où, si le président est bien entouré, il faut ressortir ces documents, ressortir ces études qui ont déjà été faites, qui ont déjà ciblé que le domaine qui va faire développer ce pays, quand les gens crient social, mais on veut manger mieux, dormir mieux, mais ça commence par où? Il faut développer l'agriculture, il faut développer l'industrie, parce que ce sont les domaines qui vont permettre de créer de l'emploi, parce que l'industrie ne demande pour travailler dans une usine, vous n'avez pas besoin d'avoir des hautes études. C'est un travail à la chaîne, et par rapport à nos 80 millions de consommateurs, les industries peuvent se multiplier dans tous les 4 coins du pays. Vous allez voir que tous les 4 coins du pays vont se développer en même temps. On va créer de l'emploi, on va créer des ressources. Encore une fois, excusez-moi, je prends le cas du Rwanda. Il y a des gens qui sont sensibles à ça, mais il a tout fait pour amener les industries, les pays à créer des usines, à fabriquer en local. Et c'est ça que notre grand pays, on ne doit pas aller avec des investissements et des dons. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas à chercher des réponses, comment réfléchir et tout. Mais il y a un petit problème, un petit couac, parce que le président qui vient avec sa vision, projet de société. Si déjà dans son projet de société, il avait une approche, comment recourir à un autre projet de son prédécesseur? Parce que lui, il veut amener une autre impulsion. Il se dit que voici, quand j'ai tâté du doigt les différents problèmes, moi je pense par exemple commencer avec les saute-moutons. En fait, il faut dissocier la personne à la fonction. L'individu Blanchine Mazanga et Blanchine présidente de la RDC. C'est 2 entités différentes. L'État, la nation est une organisation, donc il y a la continuité. On peut changer l'individu, mais le poste de chef d'État continue de fonctionner. C'est-à-dire que ce que son précédent a validé, a signé, il est obligé de le continuer, de l'exécuter. Même si ça allait dans un mauvais sens. Non, là où ça change, c'est la façon de le faire. Parce que les politiques restent les mêmes, mais c'est la façon. Parce que là, il y a l'aspect de l'individu qui va jouer. Là où son cœur penche, s'il a un cœur plus tourné vers les jeunes, s'il a un cœur... Mais les politiques vont continuer. Parce que le président, ce n'est pas son pays, c'est le pays qui lui a donné ce mandat. Et c'est au-delà de sa vision... Ce n'est pas son pays, mais c'est le pays qui lui a donné son mandat. Au-delà de sa vision, parce que nous tous, nous aimons le Congo. Donc quand on arrivera à cette position aussi, le Seigneur permet que d'autres personnes... Ce n'est pas toi qui dois faire du Congo ton Congo. Tu dois faire du Congo notre Congo. Et notre Congo a été réfléchi. Il faut aller consulter, mais donner maintenant ton orientation stratégique. Et c'est ça la valeur ajoutée des individus dans une organisation. Leur parcours personnel, leur manière de voir, leur sens de leadership vient donner un peu une saveur particulière à cette recette, mais la recette existe toujours. Donc c'est à ce niveau-là où le président ne doit pas tout recommencer à zéro. Parce que quand on parle de ces études et politiques, il y a de l'argent qui a été investi. On a fait venir des experts parfois de l'étranger qui ont fait des analyses de terrain. Ben, tout cet argent va être jeté juste parce qu'on a changé d'individu. Non, reprenez et dire, OK, on avait mis 5 priorités. Maintenant, là où mon cœur penche, je prendrai parmi. C'est déjà bien parce que ton cœur a penché dans une des priorités qui était déjà définie. C'est important. Blanchine Mazanga, nous allons parler de redevabilité parce que l'action politique a comme conclusion le bien-être social. Vous l'avez suivi, Ibenga démissionné. Pourquoi? Parce que plus de 80 millions de Congolais se plaignaient. Une majorité, il n'est pas efficace.
Mais je me pose la question, pour un jeu qui est juste un ballon, on va marquer, on ne va pas partager du pain ni de sucré dans les maisons des Congolais. Les gens ont le droit de regard. Mais je me pose la question, dans la gestion de la chose publique, par exemple l'intérêt commun, la gestion du pays, la marche du pays, secteur par secteur, il y a Ebola, il y a de l'autre côté, à Beni par exemple, des gens qui se font égorger, tout ça. Comment la population peut accompagner les décideurs politiques à être redevables, la redevabilité? Est-ce que c'est une notion très importante? C'est une notion incontournable. Même quand on parle de leadership, il n'y a pas de leadership sans redevabilité. Parce que vous n'êtes pas leader sur vous-même, vous êtes leader sur les autres. Vous êtes positionné dans cette place, dans cette fonction de leader pour travailler pour nous. C'est là que je reprends ce que je dis. Le chef d'État, c'est le peuple qui l'a mis là. C'est le peuple qui le nomme, qui nomme les députés. Donc quand les députés choisissent, quand les sénateurs choisissent, ipso facto, en fait, c'est la population qui donne le mandat, qui vous dit travailler pour nous. N'est-ce pas? Donc si je vous dis travailler pour nous, ça veut dire qu'à la fin de la journée, j'attends des comptes. Que vous soyez entraîneur de l'équipe nationale, que vous soyez huissier à la commune de Matete, tu travailles pour le peuple. C'est pourquoi on vous appelle, en anglais, le mot est meilleur que fonctionnaire en français. En anglais, on parle de civil servant, serviteur du peuple, de la société. Donc, vous, on s'attend, quand vous êtes votre boy à la maison, il doit vous donner un compte rendu, n'est-ce pas? Donc, c'est exactement ça. La notion de redevabilité est intrinsèquement liée à la gestion de la chose publique. La notion de redevabilité est liée à la notion de performance, à la notion de leadership. Donc, comment est-ce que le peuple peut aider les leaders? Eh bien, le peuple doit enlever les étiquettes. On doit enlever les t-shirts de UDPS, enlever les t-shirts de FCC, enlever tout ça. Et on doit revêtir le t-shirt RDC. Parce que si nous revêtons cette couleur qui nous unit tous, qui est les couleurs de ce merveilleux drapeau, moi, membre de l'UDPS, je vais demander la redevabilité à mon président de l'UDPS, à ce ministre de l'UDPS. Moi, la personne de FCC, je ne vais pas dire tout est beau, même si on fait tout mal parce que je dois couvrir, il est de mon parti. Non, je viens maintenant en tant que citoyen. Et c'est ce qui manque dans ce pays. On est trop dans les clivages, dans les couleurs de partis et tout ça. Et c'est ça qui complique le jeu. La population elle-même, même pas seulement les leaders, la population elle-même n'arrive pas à se sortir des fanions des partis, des drapeaux des partis. Et c'est ce drapeau congolais maintenant qui devrait être ce qui fait battre le cœur de tout le monde. On devrait être capable de demander, les membres d'un parti, de demander à un représentant de leur parti, tu dois démissionner parce qu'en ce moment-ci, tu ne sers pas la RDC. Tout ce que tu fais ne dessert pas le pays en fait. Nous recevons pour vous Blanchine Mazanga, avec elle nous sommes en train de parler de l'opérationnalisation dans les choix des décideurs politiques pour les aider à être plus efficaces pour un Congo nouveau. Blanchine, un cœur qui bat pour le Congo, pour le drapeau congolais. Est-ce que cela n'est pas un déficit culturel? Parce qu'on n'a pas cette culture Congo. On a cette culture plus, je suis Luba, je suis Teke, je suis Congo, je suis Nandé. Et de fois, on oublie ces cordons ombilicaux qui nous réunissent tous, cette fibre patriotique qui est le Congo. Comment faire renaître cela? Est-ce que ce sont les parents qui doivent en parler? Est-ce qu'il faut se regrouper? Il faut être en collectif? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'aime le mot que vous utilisez, ce qu'il faut faire. Parce que la culture, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Et les appartenances tribales, sectaires et tout ça, c'est pas seulement chez nous, hein. Vous allez voir en France, les Corses sont là-bas, en Angleterre, les Irlandais sont là-bas. Donc, c'est cet attachement à la terre qui fait que quelqu'un se reconnaît comme Luba, comme Congo. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça peut devenir d'ailleurs une force puissante. La richesse de notre pays, c'est cette diversité aussi. Mais pour le moment, nous l'avons très mal exploité. Au lieu de le mettre en avant, nous l'avons mis les uns contre les autres, au lieu de le présenter au monde comme la richesse de ce pays. Regardez un peu ce que l'Afrique du Sud, nation arc-en-ciel et tout ça, bien sûr, on sait qu'il y a toujours des petits problèmes, mais c'est ce qu'ils vendent au monde. Les États-Unis, toutes les grandes nations comme même la Grande-Bretagne, le Canada, ils se vendent dans le monde comme étant des nations multiculturelles.
Donc nous aussi, notre pays à la taille d'un continent presque, nous pouvons mettre tous ces clivages de côté et l'utiliser maintenant comme notre force. Alors, comment est-ce qu'on va rendre le petit Congolais qui est dans la rue fier de se battre, non pas pour son parti, mais d'abord, parce qu'il peut aussi se battre pour son parti, mais de se battre d'abord pour la RDC? Eh bien, vous l'avez dit, enseignons ça aux gens. Quand vous regardez l'industrie américaine, toute l'industrie du film, du divertissement, a été taillée de manière à rendre l'Américain fier d'être Américain. Regardez les films de guerre. Jamais aucun soldat n'a laissé un cadavre derrière, tous les Rambo et tout ça. Ils retournaient toujours, on renvoyait toujours toute une équipe de 10 aller sauver un seul soldat retenu captif. Mais dans l'imaginaire congolais, on ne voit que nos soldats abandonnés, tués, vous voyez? Donc la culture, pour que nous soyons fiers de notre pays, on doit nous réapprendre à aimer ce pays, on doit nous réapprendre à connaître ce pays. Peut-être, je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu l'opportunité de voyager dans les 4 coins. Mais la plupart des gens, surtout qui habitent à Kinshasa, n'ont jamais mis les pieds en dehors de Kinshasa. Est-ce que les décideurs politiques, on doit aussi leur réapprendre à aimer le Congo? Exactement. À commencer par eux, par Exactement. exemple. Les ministres, tout ça. Exactement. Comment faire, par exemple, eux qui sont déjà arrivés à ce poste de décision sur, par exemple, les 65 membres du gouvernement qui seront très bientôt connus? Comment faire avec eux? Il y a des choses, on dit comment faire, mais encore une fois, il y a des choses qui sont déjà même entérinées dans des lois. Par exemple, les vacances des parlementaires, des députés, ils sont censés... J'ai fait un voyage au Botswana au mois de décembre. La ville, la capitale était vide. Tout le monde est reparti dans le village. Pourquoi? Parce que les villages sont aussi bien construits que la capitale. Donc il y a des éléments où on peut essayer de mettre des mécanismes de forcing, ceux qui ne sont pas déjà dans la loi, pour obliger les ministres. Il y a un moment, je pense qu'on faisait circuler les conseils des ministres dans les provinces, mais ça ne devrait pas être de quelques jours. On devrait dire tout ce mois ici, mais c'est des dépenses publiques. Mais il y a d'autres moyens. Il y a des éléments même qui peuvent être gérés par les ressources humaines du gouvernement. Il y a réapprendre l'hymne, à le chanter obligatoirement, investir dans l'industrie qui va nous faire des films, qui va nous faire des biographies historiques, etc. Reprendre tous ces ministres et ces députés et les obliger à suivre des formations d'adaptation culturelle, etc. Donc vous pensez qu'on peut leur donner des formations? Tout le monde est capable. Par exemple, venir à Source Créative, être assis, blanchi en train de prêcher la bonne gestion. J'ai été avec le député Mouyaya. Il a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée parce qu'on parlait justement de leadership, de l'excellence et je parlais de formation. Et il a dit, parce qu'il est en train de continuer à suivre des formations, il dit la formation est déjà un signe d'humilité parce que c'est un signe de remise en question. C'est quelqu'un qui se dit, je ne connais pas tout et même si je connais beaucoup, je peux connaître plus. Donc, nos ministres à nous doivent être... reformaté par rapport à la compréhension de ce que la formation apporte dans la vie. Dans toutes les grandes nations, même les grandes entreprises, les CEO ont des coachs seniors. On ne demande pas à un ministre d'aller s'asseoir dans un petit bureau obscur et de suivre une formation de leadership avec 3 jeunes étudiants. Ouais, ça ne peut pas se faire. Par rapport à sa position, ça ne peut pas se faire. Mais il y a des hauts cadres, des gens comme nous qui ont la capacité de former des hauts cadres, des hauts directeurs. Et c'est normal qu'on les mette dans des endroits un peu plus reculés, dans des espaces, parce qu'ils doivent être formés différemment par rapport à leur titre, etc. Même le président. John Maxwell a dit, quand tu arrêtes d'apprendre, tu perds cette capacité de pouvoir influencer. Donc le président lui-même, on ne va pas renvoyer le président à aller étudier, mais il peut se trouver des mentors. Je pense qu'il en a déjà. Il a des mentors, il y a des coachs. Est-ce que les conseillers sont des mentors? Pas nécessairement. Le mentorat, ce n'est pas juste la capacité de parler avec elle. Mais il y a ceux qui disent que les conseillers sont des mentors. Parce qu'ils aident à mieux, ils aident le responsable, le dirigeant à bien faire le choix. Quand on parle un peu dans la partie imagée du mentorat, mais dans le concept de la technicité du travail. Parce que mentorer, être le mentor de quelqu'un, c'est un travail technique aussi. Hein, vous voyez, et même chose le coach, hein, c'est la même chose. Et il y a des coachs pour des hauts cadres, il y a des coachs, il y a des mentors pour des hauts cadres. Pas seulement aller les chercher aux États-Unis. Dans ce pays, je le dis bien, on a des hauts cadres qui ont évolué dans les Nations Unies, qui ont évolué dans des grandes entreprises. Pourquoi ne pas utiliser leur expertise, des gens qui sont silencieux, qu'on ne connaît pas, mais qui sont là performants, les utiliser pour les assigner à des ministres? Parce que si le Premier ministre parle de performance, il faut un suivi, non?
comment on va savoir que le ministre est performant? Et en gestion de ressources humaines, on dit vous ne pouvez pas réclamer à quelqu'un, un employé, une performance quand vous n'avez pas mis les conditions en place pour qu'il soit performant. Et le suivi fait partie de ces conditions. Donc, on ne va pas dire à un ministre, on t'attend au coin de là, si tu n'es pas performant. Non, ok, voici ce qu'on met à ta disposition pour que tu sois performant. Le président l'a fait avec les gouverneurs. Non. Dans 3 mois. On te donne un coach. Non, dans la gestion de ressources humaines, 3 mois, c'est trop peu pour évaluer le rendement des quelqu'un. Oui. Ouais. Donc, il y a des éléments et tout ça, ça peut aider aussi en redevabilité parce qu'on va te dire, tu as été coaché, on t'a fait suivre des formations, des remises à niveau. Vous êtes conscient que les 3/4 de nos ministres députés, là, ça fait 10 ans, ils n'ont jamais mis les pieds dans une salle de classe. Ils ne connaissent pas c'est quoi le leadership, accès sur les gestions de résultats. Tout ça, ils ne lisent pas, ils ne suivent pas. Mais ce sont leurs conseillers qui lisent à leur place. Non, un conseiller peut lire. Le transfert de connaissances ne se fait pas automatiquement. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez une réunion du cabinet que le conseiller vous a transféré tout ce qu'il a appris. Ça ne se fait pas comme ça. Et c'est comme ça qu'un leader a la responsabilité d'apprendre lui-même. Blanchine Mazanga, nous arrivons à un point, la conscience professionnelle. Que ce soit une entreprise privée, une ONG, la conscience professionnelle. C'est quoi la conscience professionnelle pour ceux qui doivent nous diriger? Les ministres, les mandataires de l'État, c'est quoi? Quel est le gain d'avoir une conscience professionnelle? D'abord, pour qu'il y ait conscience professionnelle, il faut qu'au départ, les conditions, le contrat qui lie la personne qui est censée performer ou donner les résultats et celui qui l'a engagé soit un contrat clair. Parce que si c'est mon frère, hein, je suis la sœur de Sinfo, Sinfo m'a mis dans l'entreprise et que je sais qu'il m'a mis là parce que je suis sa sœur, pourquoi je vais performer? Parce que le lien qui nous lie est que je performe ou pas, je suis sa sœur, vous voyez? Il n'y a pas de redevabilité. Mais si Sinfo dit Blanchine, tu es ma sœur, c'est vrai. Mais je t'engage à ce poste parce que tu as une expérience de 16 ans en gestion de ressources humaines, tu as une expérience et je m'attends à ce que tu produises. Là, je ne pourrais pas dire, tu vois, je n'ai pas réussi, mais tu es mon frère. Hein? Non, ça ne marche pas. Parce que je sais qu'il ne m'a pas engagé parce que je suis sa sœur, il m'a engagé parce qu'il a évalué mes compétences, il a dit que je peux le faire. Donc, la conscience professionnelle, pour que nos ministres, tous nos leaders aient une conscience professionnelle, il faut qu'au départ, on leur ait dit, vous n'êtes pas là parce qu'on vous a remercié d'avoir couru avec nous dans la rue, vous n'êtes pas là parce que vous postiez sur Facebook pour tel dégage. Vous êtes là parce qu'au-delà de ça, premièrement, vous êtes compétent. Premièrement, on a identifié votre parcours, c'est ce dont nous avons besoin. Là, il y aura la conscience professionnelle. La conscience professionnelle vient de l'autre côté aussi, de cet employé qui est conscient que l'entreprise ne m'a pas engagé pour mes beaux yeux, mais pour un travail. C'est comme ça qu'en entreprise, on n'est pas trop chaud avec engagement frère-sœur parce que ça dilue un peu cette conscience professionnelle qu'on est là pour le boulot. Mais dans un contexte où tu as été engagé avec un profil, avec un CV, et il y a des objectifs de résultats clairement définis, il y a déjà une prise de conscience qu'à la fin du mois, si je ne performe pas, je suis viré. Il y a la conscience professionnelle. Deuxièmement, le salaire que je perçois à la fin du mois, on ne me l'envoie pas dans mon compte bancaire parce qu'on veut être gentil, hein, parce qu'on veut que mes enfants étudient bien. Non, on nous paye pour un travail. Aujourd'hui, en gestion de ressources humaines, on veut amener cette dimension de salaire lié à la performance, que les gens soient payés pour le travail accompli. Parce qu'il y a des gens qui vont au bureau pendant 30 jours, mais si on doit peser le travail, il mériterait 20% de son salaire. Mais il est venu chaque jour au bureau, il a pointé, donc on doit le payer. C'est devenu très compliqué. Maintenant, les gens veulent performance. Donc, est-ce qu'on peut aussi, et je l'ai dit, on peut voler ça dans la structure de gestion des organisations. Il y a des CEO qui ne sont payés que sur la performance. Si l'entreprise fait des chiffres, pas seulement les bonus, etc., mais son salaire lui-même est lié à ça. Dans les entreprises commerciales, c'est la même chose. On vous donne un target de 20 nouveaux clients dans la période. Si vous ne les avez pas faits, vous n'avez pas le salaire. Donc, ça serait peut-être d'autres éléments qui amènent la conscience professionnelle. Blanchine Mazanga, nous atteignons déjà à la fin de nos échanges. Dans quelques minutes, la place de la justice pour une nation. On peut tout dire. Il doit y avoir une sanction positive comme une sanction négative. Comment s'y prendre? Comment s'y prendre? Est-ce qu'on a besoin de réinventer ça pour que celui qui est... Peut-être de mieux le dire. La problématique avec l'exercice de la justice, c'est la problématique de l'exemplarité. Ok. Très, très important.
vous ne pouvez pas vouloir exercer la justice si vous n'êtes pas exemplaire. C'est pourquoi tout fonctionnaire de l'État a, je réfléchissais à ça le matin, a un devoir d'exemplarité. Partant du chef d'État jusqu'au huissier du petit bourg, de la petite commune de je ne sais pas où. Devoir d'exemplarité. Parce que si on est exemplaire, lorsqu'on veut exercer la justice, on est représentant de la justice, la personne qui va subir positivement ou pas cette justice va l'accepter parce que vous représentez la justice et vous êtes exemplaire. Donc l'exemple, c'est déjà moi. Yes. Pas moi l'individu, mais moi la position. Vous voyez le policier qui vient dire il est en tenue propre, on sait qu'il n'arrête pas les gens pour demander Madé Swabana. Quand il va stopper, la personne va s'arrêter parce qu'il sait qu'il est exemplaire. Mais chez nous, les gens ne s'arrêtent pas. Pourquoi? Parce que l'image du roulage, l'image de celui-ci, allons Wapuna. La justice est là, mais on la refuse. Donc, on ne peut pas parler de justice dans ce pays si le chef de l'État ne serre pas les verrous. Aucun débordement, vous le voyez dans d'autres pays. Si tu as enfant, frère, sœur, dès qu'il y a débordement, il y a sanction. Devoir d'exemplarité. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le ministre français qui a dû démissionner parce qu'on a créé toute une histoire de Omar, etc. Mais le seul problème, c'était l'exemplarité. Et la corruption dans tout ça, comment lutter efficacement dans la gestion des organisations, lutter contre la corruption? L'exemplarité d'abord et mettre des mécanismes qu'on va appliquer. Est-ce que la corruption, c'est la facilité? Nous sommes dans un même parti politique, je le facilite un peu. Est-ce que ça aussi, c'est de la corruption? Il faut éviter des processus qui facilitent ça. Parce que la corruption, il y en a partout. Même aux États-Unis, il y en a. Et c'est comme ça que la justice est là pour sanctionner. Certaines personnes prennent de l'argent auprès des crédits auprès de la FPI pour rembourser parce que nous sommes dans un même parti politique. Mais le problème n'est pas... C'est ça, il n'y a pas d'exemplarité et puis c'est une justice à deux vitesses. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on sanctionne ici, je ne sanctionne pas là-bas. Donc quand tu viendras me sanctionner, je vais dire commence d'abord à sanctionner là-bas avant de venir. Tu ne peux pas me frapper si tu n'as pas frappé là-bas. La justice ne peut pas être à deux vitesses. Et ça, c'est encore une fois, je le répète, un devoir d'exemplarité, de redevabilité et de justice réelle. Parce qu'on ne peut pas lutter contre la corruption quand les gens continuent à faire des marchés de gré à gré. Ça existe, la loi le permet, mais je fais la passation... Mais pour un certain montant... Non, je fais la passation de marché depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle les sources uniques, le marché de gré à gré. Ça se fait, mais il y a des conditions pour en arriver là. On l'a fait avec les sautes-moutons, donc ce n'est pas la procédure. Ce n'était pas l'option la plus transparente. Ok, ce n'était pas l'option la plus transparente. Parce qu'il n'y a les critères de source unique de gré à gré ne se justifiaient pas dans ce contexte-là. Vous l'avez dit vous-même, ce n'était pas un projet de vie, de mort, il faut y aller. Et ce n'était pas que dans le contexte, cette entreprise-là est la seule qui a la compétence, qui a l'expertise. Vous voyez les choses qui... Même si elle a la compétence, même si elle le fait mieux, même si elle devait être première... Il faut le prouver. Il fallait le prouver. Il fallait prouver qu'en RDC, il n'y a qu'une seule compagnie qui peut faire le saute-mouton en termes de qualité de standard. Ce qui n'est pas le cas. Blanchine Mazanga, c'est déjà la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de Deadline? Je ne pense pas que ce sera la dernière fois. Je pense qu'il faut parler à nos leaders et aussi, vous l'avez dit, nous aussi on doit les forcer pour qu'ils aient cet élément de redevabilité. On doit tous sortir d'une vision médiocre du pays. On doit commencer à réfléchir en termes d'organisation. L'État congolais doit se gérer comme une entreprise. Ça veut dire que tous les éléments de performance, d'excellence, de leadership, de réflexion stratégique doivent être mis en place. Et nous, la population, on doit veiller à ce que ceux qui se présentent devant nous comme nos leaders, comme nos représentants que nous avons votés, que nous avons placés indirectement ou directement, puissent être des gens qui vont élever le pays à cette dimension de haute performance. Blanchine Mazanga, merci. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'il faut parler à nos leaders et aussi, vous l'avez dit, nous aussi on doit les forcer pour qu'ils aient cet élément de redevabilité. On doit tous sortir d'une vision médiocre du pays. On doit commencer à réfléchir en termes d'organisation. L'État congolais doit se gérer comme une entreprise. Ça veut dire que tous les éléments de performance, d'excellence, de leadership, de réflexion stratégique doivent être mis en place. Et nous, la population, on doit veiller à ce que ceux qui se présentent devant nous comme nos leaders,
comme nos représentants que nous avons votés, que nous avons placés indirectement ou directement, puissent être des gens qui vont élever le pays à cette dimension de haute performance. La réflexion stratégique et la prise de décision sont des compétences. Ok. Oui, ce sont des compétences et ce sont des compétences obligatoires, incontournables, nécessaires pour toute personne qui est en position de leadership, en position de gestion. C'est-à-dire une personne qui, ça s'apprend, quand on dit une compétence, ça s'acquiert. On peut apprendre une compétence, en fait vous acquérez la connaissance en théorie, mais la compétence pratique, le savoir-faire, ça prend sur le tas, dans l'exercice même d'une fonction ou d'un travail. C'est pourquoi on parle de compétences dans un terme, dans un concept ou dans un cadre professionnel. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes compétent si vous n'avez jamais travaillé dans un contexte professionnel. Donc, le Congo, nos décideurs, nos leaders doivent maintenant entrer dans cette dynamique moderne de gérer le pays comme une organisation à but non lucratif et lucratif en même temps, parce que l'État doit créer des revenus, doit créer des richesses. Mais l'État doit aussi créer de la valeur, c'est pour la partie où on entre, créer de la valeur, c'est au travers des individus qu'on crée de la valeur. Donc l'État doit d'abord mettre en place des principes fondamentaux qui vont accompagner les processus de recrutement, de développement et d'utilisation de ces ressources qu'on appelle des ressources humaines. Et la politique, le recrutement ne commence pas à lancer une offre et dire qu'on a des postes disponibles, venez